Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Elle se veut une présidente écoféministe, c'est en tout cas la première écologiste à avoir déclaré sa candidature à la présidentielle dans le cadre de la primaire des écologistes. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici à Lyon pour une tournée dans le cadre des régionales. Première question, on voit que le RN serait en situation d'emporter plusieurs régions. Est-ce que cette année, il faudra aussi un front républicain si nécessaire ? Alors, le Front républicain, ça a des effets à court terme et des effets à long terme. Le Front républicain à court terme, ça permet de ne pas avoir de victoire du Rassemblement national. À moyen terme, ça n'empêche pas la montée du Rassemblement national et je pense même que ça génère beaucoup de frustration dans une partie de l'électorat. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que le Front républicain comme solution. Il y a aussi des listes d'unions, d'alliances et les régionales nous permettent de faire des alliances un peu particulières puisque ça permet d'avoir une alliance pour le second tour, mais pas forcément pour la gestion derrière de la région. Et donc, on verra région par région. En tous les cas, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de Rassemblement national à la tête des régions, ni des départements d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un sujet autour des départements. Donc, tout faire pour qu'il n'y ait pas de Rassemblement national. Est-ce que c'est le désistement qui sera le plus... Ça peut être un désistement, ça peut être une fusion, on l'entend. Mais en tout cas, vous maintenez le principe de tout faire pour éviter que le Front national... Bien sûr. Enfin, moi, je plaisante pas avec ça. Ce front s'est fissuré ces dernières semaines, notamment avec les prises de position de Raphaël Enthoven, en disant qu'il préférerait... Oui, mais ça, c'est plus inquiétant qu'autre chose. C'est-à-dire que dans les passages, dans les moments cruciaux de l'histoire, on voit qu'il y a des personnalités comme ça qui sont issues, j'allais dire, du camp du progrès qui changent de côté. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, non, il faut absolument tout faire parce que ça n'est pas anodin. Ça n'est pas un parti anodin. Ça n'est pas anodin d'élire à la tête d'un exécutif quelqu'un de l'extrême droite. Ça n'est vraiment pas... je sais pas comment le dire, mais on ne peut pas imaginer que ça banalise l'extrême droite. L'extrême droite ne peut pas être banalisée, jamais, nulle part. Alors revenons à la campagne des régionales. Vous êtes ici à Lyon dans une municipalité écologiste, une métropole écologiste, une région d'ailleurs où il y a plusieurs collectivités dirigées par des écologistes, notamment votre challenger Éric Piolle à Grenoble. Quel regard vous portez sur leurs actions au sein de ces collectivités ? Je pense qu'ils ont mis déjà en place au bout d'1 an à peine, ça fait 1 an et un peu plus d'1 an, mais au bout d'1 an, ils ont déjà mis en place pas mal de choses. Sur Lyon, par exemple, il y a la régie municipale, la régie publique de l'eau. Alors ça fait partie des choses qui sont peut-être pas très visibles à l'extérieur, mais qui sont très intéressantes. C'est-à-dire que l'eau, c'est un bien de première nécessité, c'est un bien commun. Et là, on l'a remis dans le pot commun, puisqu'on a géré de manière collective cette ressource. Et on ne l'a pas donnée au privé et pas donnée à des grands groupes privés qui en fait font du bénéfice sur la gestion d'un bien essentiel. Donc ça, par exemple, ça fait partie de ces mesures qui évidemment peut-être ne font pas la une des journaux, mais qui sont extrêmement fortes et qui garantissent en fait notre avenir. C'est-à-dire ça garantit à la fois la qualité de l'eau et ça garantit le fait que ce soit nous qui en soyons en charge et qu'on ne délègue pas cette gestion à des intérêts privés. Ça, par exemple, ça fait partie des mesures qui sont très fortes. Mais comment vous expliquez qu'en 1 an, on soit passé d'une vague verte sur beaucoup de collectivités, en tout cas au municipal, à une campagne des régionales qui s'annonce beaucoup plus difficile? On voit que votre candidate Fabienne Grébert, aujourd'hui, est plutôt à la traîne dans les sondages. Ça, il faut demander aux électeurs et électrices, mais moi je pense qu'il y a enfin déjà, on l'a pas dit, on le dit souvent, mais si on avait regardé les sondages la veille des élections municipales, il n'y aurait eu ni Lyon, ni Bordeaux, ni Besançon, ni Poitiers qui étaient écologistes. Aucune de ces villes. Donc voilà, première chose. Les écarts étaient quand même nettement plus serrés. Je discutais avec la maire de Strasbourg la semaine dernière que je suis allée voir, qui m'a dit que le dernier sondage avant l'élection municipale, LREM était devant eux et qu'après ils se sont retrouvés, les écologistes, 9 points devant. Donc je pense qu'il y a aussi une espèce d'envie d'écologie qui n'est pas saisie par les sondages aujourd'hui. Donc je fais confiance à Fabienne Grébert et à sa liste et je pense qu'il peut y avoir une surprise. Après, évidemment que l'écologie, c'est aussi quelque chose qui s'installe sur le long terme, sur le moyen et sur le long terme, et ça change la vie des gens à moyen et à long terme. Donc, il nous faut laisser cette place-là. Là, pour l'instant, c'est la première fois que des écologistes s'imposent dans des exécutifs d'ampleur importante comme la métropole ou la ville de Lyon ou la ville de Grenoble. Voilà, il faut ce temps d'installation, il faut ce temps de déploiement des politiques publiques, mais je suis très convaincue que c'est un ancrage et que c'est un ancrage durable de l'écologie. Alors, autre actualité, vous êtes considérée comme une des vraies pionnières du mouvement MeToo, avec les accusations d'agression sexuelle que vous avez fait à l'encontre de Denis Baupin et qui avait
précédé de 2 mois le mouvement MeToo. Là, cette semaine, nous avons le procureur de la République de Lyon, mais c'est le cas dans d'autres régions aussi, qui demande des moyens supplémentaires pour faire face à l'augmentation des plaintes pour violences conjugales. Vous dites qu'il y a eu un effet bénéfique, la parole s'est libérée. C'est la question récurrente. Oui, il y a eu un effet bénéfique, la parole s'est libérée. Par contre, aujourd'hui, on ne voit pas le résultat dans le traitement de la justice, par la justice et par la police, de ces plaintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de classements sans suite qu'il n'y en avait avant MeToo, ce qui est dramatique. Mais le problème de la justice, c'est qu'en France, nous n'avons pas les moyens de faire fonctionner une justice pour tous et toutes. Aujourd'hui, le budget de la justice par citoyen et citoyenne en France est 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne. 2 fois inférieur. La justice, c'est un pilier absolument essentiel de la démocratie. Et c'est aussi une garantie des droits de chacun et chacune, du plus faible, de la plus faible, au plus puissant. Et c'est un contre-pouvoir. Donc la justice, c'est très important. Et donc, en tant que présidente, évidemment que ce sera une priorité d'augmenter le budget de la justice. Et évidemment que les procureurs ont aussi raison d'alerter sur ce qu'on leur demande de plus en plus, c'est-à-dire de suivre chacune des plaintes et qu'ils n'aient pas les moyens de suivre ces plaintes est évidemment frustrant pour la justice, mais aussi frustrant socialement. Et on voit que dans la plupart des féminicides, les femmes avaient déposé plainte avant de mourir et que ces plaintes n'avaient pas été instruites correctement et qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur du danger qu'elles vivaient. Donc oui, on a besoin de justice, on a besoin de plus de justice, on a besoin de plus d'argent sur la justice et on a besoin en effet d'un soutien à l'action des juges et des magistrats d'une manière générale, des procureurs en font partie. Juste pour nuancer votre propos, ce que disent les procureurs, c'est que, puisqu'ils ont donné les chiffres, il y a plus d'auteurs de violences conjugales qui ont été déférés devant la justice, et de manière assez conséquente. Oui, mais les féminicides c'est à peu près ne le baissent double pas. Dans la région. Les féminicides ne baissent pas. Et dans la moitié des cas de féminicide, il y avait déjà eu des plaintes. Donc c'est pas possible. Si c'était d'autres personnes que des femmes qui mouraient comme ça de violence, à hauteur de entre 120 et 150 par an, si c'était d'autres personnes, il y aurait déjà une mobilisation nationale. Là, on traite ça comme par l'angle du manque de moyens. Mais c'est la vie de femme dont on parle. Donc là, maintenant, il faut arrêter avec ça. Et il faut aller vraiment vers une justice qui respecte les femmes et qui protège les femmes. Alors, on a entendu votre propos. Autre actualité, vous plaidez une rupture radicale. Joe Biden commence une tournée européenne. Première chose qu'il arrache, c'est un impôt mondial sur les sociétés. Vous dites que le climat est favorable à des ruptures radicales, qu'il peut y avoir des évolutions dans le bon sens? Je crois que ce que dit Biden, et ce qui est très intéressant de cette première année de mandat de Biden, c'est que pour contrer Trump et pour contrer la montée de l'extrême droite, il faut au contraire revisiter le contrat social, il faut remettre du commun dans la politique. Et finalement, il le fait avec force. On n'a jamais eu autant de propositions venant des États-Unis sur la question sociale que sous Biden. Donc, ça, c'est très important de comprendre que pour contrer la montée du Front National, ça n'est pas juste par des discours ou des paroles, mais c'est par des actes et des actes de protection des plus faibles. Et là, en l'occurrence, ce que fait Biden, et c'est exactement ça aux États-Unis avec les chèques qu'il envoie aux ménages les plus vulnérables. Sur la taxe sur les multinationales. Là, c'est très intéressant de s'arrêter 1 minute là-dessus, parce qu'on a une taxe sur les multinationales de 15% sur les bénéfices. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. C'est très intéressant que ce soit pour la première fois un impôt mondial. Ce qui, par contre, est très décevant, c'est que les États-Unis proposaient 21%. Donc, on est à 15, les États-Unis proposaient 21%. Et pourquoi on est passé de 21 à 15, pourquoi on a descendu nos ambitions? Parce que l'Europe a refusé d'aller à 21%. Et ça ne va pas. C'est-à-dire, ça ne peut pas être nous, l'Europe, qui diminuons les taux de taxation des multinationales au niveau mondial. On ne peut pas être à l'arrière, à la remorque des États-Unis là-dessus. Donc là, l'Europe a raté un rendez-vous, et un rendez-vous qui aurait pu être important. Ceci dit, notons aussi l'aspect positif de cette chose. Il y a pour la première fois un impôt mondial sur les multinationales. Dernière question, puisqu'on arrive déjà à la fin de cet entretien. Vous avez, dans la campagne interne des écologistes, vous positionnez comme assez proche de Jean-Luc Mélenchon, qui multiplie d'ailleurs les signaux amicaux à votre égard, en disant que si vous étiez désigné, beaucoup de choses seraient possibles. Est-ce que cette proximité n'est pas un peu gênante dans le cadre d'une primaire interne? Est-ce que ça peut pas décourager les militants écologistes de voter pour vous?
Oui, je respecte Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes politiques à gauche, mais je respecte aussi l'histoire du Parti socialiste et les leaders du Parti socialiste, et je voudrais que l'on arrive à une alliance de toute la gauche à la fin pour avoir un espoir d'atteindre le second tour. Il nous faut retrouver nos valeurs, il nous faut retrouver l'enthousiasme et il nous faut reparler à des secteurs, à des réseaux, à des personnes qui se sentent aujourd'hui bien orphelins des leaders à gauche et qui se sentent abandonnés par ces divisions permanentes que nous avons à gauche. Donc moi je veux l'alliance la plus grande et la plus large possible. Je dis juste que pour cela, il faut que l'écologie soit au centre de cette alliance, parce que finalement, on voit bien que le PS ne veut pas de Mélenchon, que Mélenchon ne veut pas du PS, et que donc il n'y a que nous qui pouvons réussir à allier les deux. Et en tous les cas, je m'y emploierai. Et oui, je respecte tout le monde dans cette alliance. Est-ce que ce n'est pas le signe que vous pourriez vous retirer en faveur de Jean-Luc Mélenchon ? Ah non, je me retire en faveur de personne. Et bien, Sandrine Rousseau, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.